quand vous voyez tout cela? Quel est le sentiment qui vous traverse? Comment vous recevez toutes ces scènes de désolation, de sidération, de quasi-apocalypse, disent certains? Hélène? La première réaction, c'est évidemment une immense tristesse, une immense empathie, également avec toutes ces personnes évacuées qui évidemment vivent l'angoisse en se disant: est-ce que les flammes vont arriver chez moi? On voit des scènes d'apocalypse, on voit les images sont extrêmement impressionnantes. Donc bien sûr, moi, mon premier sentiment, c'est la tristesse. Ensuite, et c'est un mélange, c'est un sentiment qui peut être mêlé Eh aussi oui, avec évidemment autre chose, notamment la colère. J'imagine qu'on va y revenir très longuement dans cette émission à cause d'une impréparation aussi de ce gouvernement à ces problèmes-là. On a l'impression qu'on n'a pas on tiré ne va pas certaines leçons. polémiquer du tout. Il y a vraiment Non, 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 bien des sûr. forces de l'ordre qui sont mobilisées sur le Absolument. terrain, des pompiers, des militaires. On est absolument de tout cœur avec eux. Mais effectivement, il y a quand même l'analyse Ah oui, non, mais qui est voilà, il y a des vrais requise, sujets. Et ensuite, des manquements, de l'impréparation. le dernier sentiment, et ça fait à peu près 24 heures aussi, il y a beaucoup de vidéos qui sortent sur notamment une solidarité nationale. Vous savez, on parle tout le temps de solidarité européenne, notamment quand on parle des incendies. Mais moi, ce matin, j'aimerais insister sur la solidarité nationale. Beaucoup de vidéos sont sorties en ce moment sur des personnes qui, évidemment, créent des refuges, des personnes qui vont apporter de la nourriture, qui vont apporter de l'eau aux sapeurs-pompiers, et notamment, surtout, les agriculteurs qui aident les sapeurs-pompiers à de nombreux égards. On voit des agriculteurs qui, par exemple, donc avec leurs tracteurs, labourent les champs et en fait créent des barrières artificielles pour que les feux ne se propagent pas justement dans ces champs-là. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a des agriculteurs qui, évidemment, amènent des victuailles, ils amènent du pâté, ils amènent des produits très locaux aux sapeurs-pompiers. Et il y a également des agriculteurs qui font des allers-retours pour amener de l'eau, ce qui, du coup, évidemment, permet aux sapeurs-pompiers de ne pas faire même eux ces allers-retours et donc, en fait, gagnent un temps absolument précieux. Et dernier point, je voyais également une vidéo ce matin des agriculteurs qui créent des piscines, vous savez, complètement artificielles pour que les hélicoptères, en fait, puissent directement aller pomper l'eau. Et c'est vrai que cette solidarité, ça fait du bien de voir ça dans un moment qui est malheureusement aussi triste et aussi inédit aussi. Désolation, colère et espoir C'est en ça. même temps, vous dites Hélène. Qu'en dites-vous, Georges Fenech? Moi aussi, hein, c'est une tragédie. C'est une tragédie humaine d'abord, parce qu'on a 3 jeunes soldats du feu qui sont morts. Mais d'ailleurs, on peut se féliciter, je dirais par ailleurs, du travail extraordinaire des sapeurs-pompiers, qui ont sans aucun doute sauvé des vies. Tragédie économique, hein, pour toute une région touristique, tragédie patrimoniale pour toutes ces forêts et ces territoires qui disparaissent en cendres. C'est notre premier sentiment. Après, effectivement, nous aurons l'occasion de réfléchir peut-être à quelle est la parade pour l'avenir, parce que des feux de cette importance, on risque d'en avoir, compte tenu du réchauffement climatique, et on a le sentiment, mais on ne va pas polémiquer, qu'effectivement, on n'a pas encore vraiment pris la mesure de ce qui nous attend, quoi. J'ai repensé ce matin à la phrase de Jacques Chirac il y a une vingtaine d'années: notre maison brûle Voilà. et nous regardons ailleurs, sauf que là elle brûle vraiment, Voilà. la maison au sens propre et littéral, Georges Fenech. Et bien sûr, et donc elle brûle, mais en même temps, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on regarde ailleurs ou est-ce qu'on se donne les moyens? C'est très bien, la M400, c'est ça l'avion qui La va arriver? 400M. La La 400M, 400M, avion c'est parfait, mais militaire. on voit bien que sont des mesures un peu d'urgence qui sont prises comme ça en pleine crise, et nous ne disposons pas encore d'un plan véritablement national pour être prêt face à ces incendies monstrueux. Des incendies détaillés ce matin par le ministre Laurent Nunez. Je vous propose de l'écouter lors d'un point presse donné il y a quelques minutes. On enregistre une superficie brûlée sur l'ensemble du territoire qui est légèrement inférieure à 98 000 hectares, notamment avec la progression du feu en Gironde, ce qui est évidemment un record historique. Le Premier ministre a annoncé hier un renfort de 1000 militaires. Nous en avons déjà 500 qui sont à la manœuvre et 500 autres qui vont arriver maintenant dans les heures qui viennent. Cet après-midi, nous aurons un premier vol de l'A400M. Voilà, qui aura pour mission de déverser du produit retardant, notamment sur les secteurs de la ligne de front de feu. Donc on vient d'en discuter avec Madame la préfète de Gironde. Et donc on est maintenant sur ce secteur à un total de 167 000 personnes qui ont été évacuées. Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, lors d'un point presse ce matin. Laurent Nunez qui se dit rassurant. Est-ce que vous êtes rassurés l'un et l'autre? Georges Fenech. En tout cas, ils font le maximum, ça c'est certain. Est-ce qu'on doit être rassuré? Non, on ne peut pas être rassuré alors qu'on a toujours des conditions venteuses, climatiques, qui rendent très très compliqué le travail des sapeurs-pompiers.
quand même presque 200 000 personnes déplacées, vous vous rendez compte? C'est loin d'être terminé. Et puis la grande ville de Bordeaux qui est à côté, et on n'exclut même pas que le feu puisse atteindre cette grande métropole, donc on ne peut pas être assez. Moi, j'ai une seule question que je me pose depuis hier au moins. Comment se fait-il que, alors que nous avons des sapeurs-pompiers épuisés, qui dorment très peu la nuit, comment se fait-il alors que notre pays, je crois, dispose de presque 200 000 pompiers, des pompiers beaucoup volontaires, pourquoi on ne les mobilise pas? Pourquoi les SDIS, tous les SDIS départementaux qui ont les mêmes doctrines, les mêmes façons de travailler, les mêmes engins, ne sont pas mobilisés sur le secteur aujourd'hui? C'est pas une polémique, hein, c'est une question. Vous posez la question. On parle de mutualisation avec l'Europe, mais on a chez nous les forces nécessaires pour assurer les relèves, pour assurer des renforts. On a 200 000 pompiers. Comment se fait-il qu'ils ne soient pas à pied d'œuvre maintenant sur le terrain, quoi? Eh bien, c'est la question que je me pose. Georges Fenech, je vous propose de poser la question tout de suite à un pompier qui nous rejoint, Jean-Luc De Citre, président de l'Union régionale des sapeurs-pompiers Sud-Méditerranée. Jean-Luc De Citre, bonjour. Bonjour, merci. Je voudrais me répondre immédiatement à la question qui vient d'être posée. Croyez-moi, les sapeurs-pompiers sont mobilisés dans tous les SDIS. Moi, je rentre du feu, on fait des relèves toutes les 24 heures. Et les pompiers sont mobilisés au-delà d'aller au feu. Il y a le secours mon quotidien, il y a le secours de tous les jours. Donc, nous, dans le Var, on a une population qui va doubler, qui va tripler, qui va multiplier par 10 parce que vous savez, on est un département le plus touristique de France. Donc, il faut continuer à assurer les missions de tous les jours, ce qui représente 80% de secours à personne des sapeurs-pompiers. Et croyez-moi, l'ensemble des sapeurs-pompiers sont mobilisés, que ce soit dans la région sud-Méditerranée, les 13 départements que je représente, ou autre part. Croyez-moi, les copains, qu'ils soient militaires, qu'ils soient civils, qu'ils soient volontaires, qu'ils soient professionnels, tout le monde est à pied d'œuvre. Vous voyez, moi je viens de faire la nuit, il y a d'autres équipes qui sont parties sur le feu, et ainsi de suite. Voilà. Je veux dire, aujourd'hui, on met tout en œuvre, même si on est 200 000, oui, on est 200 000 sapeurs-pompiers, mais il faut continuer à assurer les secours dans les grandes villes comme Paris, Marseille et autre part. Voilà. Donc c'est important. Voilà. C'est pour ça que je voulais le dire. Croyez-moi, on est mobilisés. Nos SDIS nous pressent même. Je veux dire, les gens prennent des congés. Vous le savez, sapeurs-pompiers, bon volontaires. Moi, j'ai beaucoup de copains qui ont pris des jours de congés pour venir aider. Bon, dans le Var d'abord, mais dans les autres départements. Donc, je veux dire, il ne faut pas dire qu'il n'y ait pas de mobilisation. Il y a une mobilisation comme peut-être il n'y a jamais eu. Ça fait plus de 35 ans que je suis sapeur-pompier. J'ai connu des années très très dures, donc 2003 dans le Var, où on a eu de nombreux morts. Croyez-moi, aujourd'hui, on est à pied d'œuvre et on met tout en œuvre. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une guerre du feu, complète. Une guerre du feu en Nouvelle-Aquitaine, mais également sur la Côte d'Azur, dans le Var, où vous vous trouvez. Est-ce que vous pouvez nous faire un point de situation sur ce qui se passe précisément sur ce front, là où vous combattez les flammes? Alors, le point de la situation ce matin est un peu plus calme puisque nous avons eu une nuit quand même agitée et comme le matin on arrive à calmer les choses, mais tout dépend de la météo. On a des vents qui sont tournants, on nous annonce une météo catastrophique et je peux vous dire que tout à l'heure ça s'est couvert énormément et puis d'un seul coup le vent s'est relevé, on a un soleil de plomb et croyez-moi ça fait plusieurs jours qu'on est sur le front. La nuit on travaille dur pour essayer de couper le feu complètement, on y arrive doucement et ça repart de plus belle. Je ne parle pas des sautes de feu, je ne parle pas de tout le reste, mais croyez-moi, sur les secteurs du Var, on en est à plus de 3000 hectares. C'est compliqué aussi. Compliqué, il n'y a pas que le Var. Et je crois, Jean-Luc De Citre, qu'on annonce des orages dans le secteur. Comment ça va impacter la progression de l'incendie ? Oui, on annonce des orages, mais je veux dire, les différentes météos, pas tous les météorologues sont d'accord. Vous voyez, les orages, on les attend avec impatience. Si on a de véritables orages, eh bien, ça nous permettra justement de finaliser peut-être ces feux. Mais est-ce qu'on ne va pas avoir des orages avec la foudre? Et ça va être encore autre chose. Est-ce qu'on ne va pas avoir des orages secs, comme on le dit? Mais on craint aussi la foudre pour des mises à feu sur des hauteurs. C'est compliqué aujourd'hui, la météo. Je peux vous dire, les points météo sont différents d'un météorologue à l'autre et personne n'est complètement d'accord sur ce qui nous attend. Moi, je peux vous le dire, je suis dans le Var, je suis dans l'Ouest Var, on a eu le ciel qui s'est couvert cette année, un coup de vent, de la pluie et d'un seul coup un grand soleil qui est revenu. Hélène Rouet, une question pour vous, Jean-Luc De Citre. Mais surtout, bonjour monsieur, surtout au-delà des orages qui sont prévus maintenant, on voit également que Météo France prévoit une nouvelle canicule qui arriverait la semaine prochaine. Comment vous, de votre côté, vous allez anticiper justement cette rehausse des températures ?
c'est l'inquiétude, l'inquiétude parce qu'on n'est pas à la première bonne canicule, on arrive à la troisième ou à la quatrième. Donc il va recommencer une sécheresse, les végétaux qui transpirent. Vous pouvez pas vous imaginer, ces feux aujourd'hui sont explosifs, ce qu'on n'a jamais peut-être vécu. Et donc cette canicule va encore accentuer cette chose-là. Et pour peu qu'il y ait un peu de vent avec, je peux vous dire, ça va être encore une catastrophe. Il faut s'attendre à des journées, à des semaines qui vont être hyper compliquées, très très dures. On l'a déjà eu, on n'est que fin juillet, mais on a tout le mois d'août, et chez nous en Provence et dans le sud, ça va être une partie de septembre. Donc ça va être très très long. Mais croyez-moi, cette canicule qui arrive maintenant, c'était pas bien avant, mais là c'est encore plus mal. Sur le plan des moyens, Jean-Luc Decître, est-ce que vous attendez quelque chose de l'A400M? Son déploiement a été annoncé dès ce matin par Sébastien Lecornu, le Premier ministre. Est-ce que c'est du concret ou est-ce que ça n'est que de la com, Jean-Luc Decître? Non, je veux dire, on attendait quelque chose, on a besoin d'aide. L'A400M qui n'a pas été encore testé sur un feu, alors ça va être le premier test. Est-ce que ça va être un test concluant? Je ne le sais pas, je ne suis pas un technicien. Il a été testé dans des conditions favorables. Aujourd'hui, est-ce que l'A400M au-dessus d'un feu, avec les fumées, avec la chaleur, est-ce que ça va le faire? Est-ce que ce largage, d'abord, ce n'est pas un largage qui va être fait du produit non retardant, ça va être de l'épandage. Est-ce que ça va être efficace? Est-ce que ça va pas être efficace? Je ne sais pas. C'est un plus, c'est quelque chose en plus qui nous arrive, tant mieux. Moi, je vais dire tant mieux. Peut-être que si on l'avait eu avant sur des tests véritables, on aurait dit c'est bien ou c'est pas bien. Non, ça peut être un plus. Mais moi, je dis il faut voir ce que ça peut apporter. Et j'espère que ça apporte chez les copains dans les Landes et en Gironde. J'espère bien. Eh bien, on continuera à regarder ça avec attention. Merci à vous, Jean-Luc Decître, président de l'Union régionale des sapeurs-pompiers de Sud-Méditerranée, d'avoir été avec nous. Et merci plus généralement pour tout ce que vous faites au service des Français dans ce combat contre les flammes. Est-ce que ce fléau des incendies en France tient de la fatalité ou de l'impréparation de l'exécutif? Je pense que l'impréparation y est quand même pour beaucoup. Moi, je voudrais rappeler certaines déclarations, notamment en termes d'écologie aussi. C'est un vrai sujet. Aujourd'hui, le problème de la sécheresse ne fait qu'accentuer évidemment ces immenses feux. Je rappelle quand même qu'en 2022, pour le deuxième quinquennat, Emmanuel Macron avait dit que le quinquennat serait écologique ou ne serait pas. Une planification écologique était prévue. Tout à fait. Sauf qu'en fait, l'écologie, il y a des manières évidemment très intelligentes aussi de la prendre en compte, à savoir tout ce qui est, vous savez, le débroussaillement évidemment de nombreuses zones. C'est des choses qui ne sont aujourd'hui pas faites. Et pourtant ça ferait partie d'une écologie extrêmement intelligente. Donc bien sûr, il y a eu cette réflexion-là. Il y a eu la même année Emmanuel Macron qui promettait bien sûr de remplacer l'intégralité de la flotte de nos Canadair, qui sont évidemment aujourd'hui beaucoup plus... C'est-à-dire dans 10 ans, a priori, tout comme les Dash, a priori, les Canadair vont véritablement arriver en fin de vie. Et malheureusement, ça n'est pas quelque chose qui a été fait. Donc bien sûr, il y a eu plusieurs réflexions de la part d'Emmanuel Macron qui ne sont pas satisfaisantes. Il y a également, bien sûr, du côté des Canadair, en a-t-on assez? En ce moment, vous pouvez regarder, j'invite d'ailleurs des auditeurs à le faire, vous savez, sur l'application Flight Radar, vous pouvez voir qui est justement au-dessus avec quels avions. Et ben en ce moment, là précisément, au moment où je vous parle en Gironde, il y a un Tractor et un Canadair. Et c'est vrai qu'on se dit, est-ce que c'est suffisant au vu de l'ampleur du feu? Quels ont été les ordres qui ont été donnés? C'est toujours pareil, on se pose la question. Gabriel Attal, lorsqu'il était Premier ministre en 2024, c'est une accusation alors que le LFI et le RN ont porté à son endroit. Mais c'est vrai qu'on devait commander cette année-là 4 Canadair. On a fini par en commander que 2. Et donc pourquoi? Parce qu'on sait très bien. Il y a une première annulation de commande et finalement la commande a été passée quelques mois plus tard. C'est ça, il y a quand même une ligne dans le budget de la sécurité civile qui a été supprimée par Gabriel Attal de 50 millions d'euros. Donc on se demande quand même, alors j'entends, la France doit faire des économies, c'est compliqué de faire des arbitrages, etc. Le problème c'est que 2024, on était 2 ans après les méga-feux de 2022 et on se dit, est-ce que c'était vraiment l'endroit où faire des économies à ce moment-là? Donc oui, bien sûr, je pense que l'impréparation y est quand même pour beaucoup. On a dépassé d'ailleurs aujourd'hui le bilan des surfaces ravagées par rapport à celle de 2022. Absolument. On a passé ce cap ce matin même. Georges Fenech, est-ce que vous êtes plus indulgent qu'Hélène Rouet sur cette impréparation du gouvernement? Non, je ne suis pas plus indulgent qu'Hélène parce que la situation est absolument gravissime, que nous savons aujourd'hui d'expérience malheureusement que ces incendies se déclarent très tôt et dans des régions qui jusque-là étaient complètement épargnées. On pense tous à Fontainebleau, bien sûr, la forêt, et que tout cela devait être anticipé. Où sont les Canadair? Enfin, on parle souvent de souveraineté, et s'il y a un domaine qui relève bien de la souveraineté, c'est celui de la sécurité civile, de notre propre sécurité. Or, notre pays, qui est quand même encore un grand pays, que je sache,
ne fabrique pas de Canadair, ne construit pas de Canadair. On est dépendant. Là, pour le coup, personne n'en produisait plus. La production de Canadair avait été arrêtée pendant des années et des années. Elle vient de reprendre. Oui, elle vient de reprendre, mais avec beaucoup de retard. Mais en tout cas, on n'en fabrique pas chez nous, alors qu'on devrait le faire. Combien coûte un Canadair, je crois, dans les 50 millions d'euros, peut-être, c'est ça, je crois. Quand je pense le budget que gère l'ADEME, vous savez, l'ADEME, la transition écologique, qui s'élève à près de 8 milliards d'euros. Faites un petit peu la comparaison. Qu'est-ce qui est le plus urgent ? De balancer des slogans plante ton slip, qui doit coûter une fortune. Ça, c'est de l'ADEME parfois. Oui, alors je suis un peu caricatural. Mais ça peut être ça. Ça peut être ça, mais bon... vous avez raison, il ne faut pas être trop caricatural en ce moment où des gens souffrent. Aucune polémique, vraiment. Mais non, on ne veut pas faire polémique, pas du tout le sujet. Mais quand même, on a le droit de dire que nous ne sommes pas préparés et que cette priorité n'a pas vraiment été prise en compte. Pour rebondir sur ce que dit Georges, Eugénie Bastier, journaliste au Figaro, a fait un tweet que je trouve également très intéressant il y a quelques minutes maintenant. Un pilote de Canadair témoigna sur France Info ce matin et il disait « J'ai copé dans la Seine et je me disais qu'on avait dépensé plus d'1 milliard pour la rendre baignable. Combien de Canadair on aurait pu acheter avec ça ?» Et en fait, Eugénie Bastier dit « J'appelle ça une bonne question. » Et en fait, l'impréparation, elle relève de ça aussi, c'est-à-dire les choix qu'on a fait aujourd'hui avec, on le sait, la situation budgétaire de la France est catastrophique, la dette, le déficit, c'est catastrophique. Maintenant, quand il y avait des arbitrages à faire, typiquement pour le milliard qui a été dépensé pour rendre la Seine baignable, on se dit aujourd'hui, oui, voilà, pourquoi on les a pas mis plutôt dans les Canadair, pourquoi on les a pas mis dans justement cette protection des incendies, alors qu'on est tous conscients, le gouvernement les premiers, que c'est un phénomène qui arrive de plus en plus tôt, que c'est un phénomène qui vise à se multiplier, et on le voit évidemment cette année, et je vais vous dire, ce sera encore pire l'année prochaine, et puis celle d'après, donc il y a un moment donné, il va vraiment falloir aussi que quelqu'un dise, on arrête tout, là ça va être une question de priorité aussi, on va mettre les moyens là-dedans. Et c'est peut-être pour cela, Georges Fenech, que vous disiez hier soir encore, qu'il fallait renverser la table à partir de l'année prochaine, sitôt le nouveau président élu, ce qui concerne cette question-là, sauf que ça ne va pas, on ne va pas pouvoir la renverser en 2 semaines sur un sujet aussi crucial que celui-là. On parlait de renverser la table, puisque vous posiez la question, à juste titre, que ferons-nous avec la prochaine alternance ? Et comment le prochain budget, vous nous parliez du prochain budget, d'ailleurs avant même l'alternance. Je vous répondais, je crois que tant qu'on n'aura pas effectivement une volonté politique issue d'une majorité stable, forte, qui est vraiment une direction politique, pour faire les réformes nécessaires, notamment de structure, les réformes de l'État, pour baisser ses dépenses surtout, et mieux répartir les priorités, eh bien, on est dans une situation de blocage et ce sont nos concitoyens qui en font les frais aujourd'hui, que ce soit en termes de sécurité civile, en termes de santé, en termes d'éducation, enfin, rien ne va dans nos services publics. Il y a des scènes de désolation, il y a des scènes d'impréparation, mais quand on voit par exemple ces hangars transformés en vastes centres d'accueil, le parc des expositions à Bordeaux, des lits de camp, des tapis de sol, des cartons de vêtements, de nourriture qui ne sont jamais en nombre suffisant, est-ce qu'on peut dire que ça n'est pas digne de la France, la 7e puissance mondiale quand même encore aujourd'hui, Hélène ? Alors ça, pour le coup, je ne sais pas, parce qu'effectivement, j'écoutais hier sur BFM TV, notamment Thomas Cazenave. C'est vrai que la ville de Bordeaux a quand même réagi très rapidement pour pouvoir accueillir toutes ces personnes. C'est vrai qu'il faut se rendre compte aussi des milliers de personnes qui prennent leur voiture pour partir, certains avec leurs animaux de compagnie. Donc bien sûr, c'est la solidarité quand même, on comprend que ce soit quelque chose qui est relativement difficile à mettre en place. Maintenant, de ce que je comprends quand même du foyer des expositions, notamment qui a été mis en disposition à Bordeaux, en l'occurrence, c'est une très bonne chose. Et par ailleurs, ça paraissait absolument essentiel de le faire. Maintenant, avoir la solidarité, moi je vous avoue, toutes les vidéos en fait que je vois de solidarité de personnes qui d'elles-mêmes vont apporter de la nourriture, vont apporter des soins, etc. Ça a l'air quand même de bien se passer. Et par ailleurs, ils ont fait parler bien sûr toutes ces personnes qui sont maintenant désormais dans le foyer des expositions à Bordeaux. Beaucoup disaient évidemment que la nuit a été difficile parce que c'est au-delà du camping, quoi. C'est très difficile. Mais en plus moralement, vous avez quand même énormément de personnes qui sont inquiètes. Donc ils disent oui, la nuit est difficile, mais il y a quand même de nombreux bénévoles qui sont avec nous. On a un soutien, on se soutient tous ensemble et en fait ils nous apportent en termes de nourriture, en termes d'eau, en tout cas pour les réfugiés, de ce que je comprends, ça a l'air de fonctionner. On ne sait pas du tout combien de temps ça va durer. Alors non, alors ça c'est l'autre question bien sûr, parce que ça peut se dégrader évidemment avec les jours qui arrivent et avec, on l'évoquait avec ce pompier, avec la canicule. Moi je trouve ça terrifiant parce que déjà que les sols aujourd'hui sont complètement asséchés et la Météo France qui nous explique qu'il y a une nouvelle canicule qui arrive dans 3-4 jours. Imaginez si le feu n'est pas stabilisé d'ici là. Oui, là c'est absolument terrifiant. Oui. Alors je vous pose la question différemment. Quand la France vient demander le renfort de l'Europe, fait valoir le mécanisme de protection civile de l'Union européenne,
européenne fait appel à des pays comme la Croatie, la Slovaquie, la République tchèque, et n'y voyez aucune méprise pour ces pays-là. Mais même question, est-ce que c'est digne de la France, 7e puissance mondiale? Est-ce que ça ne vous fait pas mal parfois quand même? C'est-à-dire qu'on aurait préféré, bien sûr, que la flotte de Canadair soit augmentée. On aurait préféré qu'elle soit renforcée, comme nous l'avait promis Emmanuel Macron lors de ses différentes élections. Évidemment, on aurait aimé également que certaines décisions... Moi, je rappelle aussi ce qui s'était passé, notamment à Mont-de-Marsan. En 2025, on devait construire, justement, après les méga-feux de 2022, il y avait une base de sécurité civile aérienne qui devait être construite, notamment pour accueillir des moyens très très lourds, ainsi que des Canadair. Et alors, je lisais ce matin, donc le projet en 2025 à Mont-de-Marsan, il a été enterré sans aucune justification détaillée. Donc, c'est vrai que c'est toujours pareil. On se dit, si on avait pris les bonnes décisions, si on avait mis les bonnes priorités au bon endroit plutôt que de rendre la Seine baignable pour que les Parisiens profitent pendant 3 jours de la Seine, c'est vrai qu'on se dit peut-être que les choses auraient été différentes. Maintenant, le mécanisme de protection européen, le mécanisme de solidarité européenne, il existe. Si ces pays-là ne sont pas aujourd'hui en proie à des incendies, bien sûr qu'a priori, on peut quand même saluer. C'est-à-dire que l'Union européenne, parfois, on se dit... Elle a des très bons côtés, et notamment aussi pour ces choses-là. C'est ce que j'allais vous dire, on questionne toujours le rôle de l'Union européenne dans le quotidien des Français. Là, au moins pour une fois, on le voit bien très sûr, concrètement. si vous avez bien sûr des renforts de sapeurs-pompiers, des renforts de moyens, etc., on peut saluer, bien sûr, vous disiez dans votre journal aussi ce qui se passe en Espagne. C'est très important quand même que des pays limitrophes qui sont alliés s'aident entre eux quand il y a une situation absolument inédite dans un de ces pays-là. Ça me paraît tout à fait normal et c'est une très bonne chose. Ça fait partie évidemment des côtés où l'Union européenne a du bon. Georges Fenech sur ce renfort de l'Europe. Oui, bien sûr. Vous savez, on est tous logés à la même enseigne quand il s'agit de la nature qui se met en colère. Là, c'est un véritable déluge de feu. On a entendu la maire, notamment la préfète, qui parlait de l'ogre. De Nouvelle-Aquitaine. Et donc, il y a une fraternité, une solidarité entre les pays européens. Il peut y avoir aucune forme de mépris ou d'arrogance ou de quoi que ce soit. On est là pour s'entraider. Et la France le fait quand elle est sollicitée. Et c'est très bien. Bien entendu, et c'est très bien. Mais encore une fois, ça n'empêche pas que nous sommes les premiers responsables de ce qui nous arrive, c'est-à-dire les premiers responsables en termes de lutte contre ces calamités naturelles. Il faut que nous ayons véritablement une souveraineté, quitte, quand c'est nécessaire, bien entendu, à faire appel à la solidarité internationale. Mais d'abord, préoccupons-nous de construire une grande et véritable flotte de Canadair. Et je prolonge également votre diagnostic. Est-ce qu'il n'est pas là également le déclassement de la France, un service public qui ne répond plus suffisamment à une menace qui est totalement caractérisée? Il y a l'éducation, il y a la justice, il y a l'immigration, et puis il y a aussi la lutte face au changement climatique. Oui, il y a un déclassement qui est douloureux pour nous. Notre pays qui a connu des périodes véritablement glorieuses. On parlait d'ailleurs des 30 glorieuses, souvenez-vous, de croissance économique. Et puis, il y a eu un laisser-aller, il y a eu une facilité, il y a eu des budgets en déséquilibre depuis je ne sais plus combien le dernier était en équilibre. Et on continue précisément à ne pas prendre les véritables mesures, à laisser filer la question des retraites alors qu'on avait voté, on est revenu là-dessus. On sait très bien qu'il y a une impossibilité à continuer comme nous vivons aujourd'hui au-dessus de nos moyens. Qu'est-ce qu'attendent les Français aujourd'hui? Je pense qu'ils attendent effectivement de nos responsables politiques des décisions courageuses, des décisions pragmatiques et non pas des décisions un peu, comment dirais-je, basée sur une idéologie, une écologie punitive. Bien sûr, l'écologie est importante, on le voit bien ce qui se passe aujourd'hui, mais pour autant, il faut avoir des politiques responsables. Hélène Rouet, même question, les incendies sont-ils un nouveau signe du déclassement français? Vous n'avez pas 4 heures, vous avez moins d'une minute. Non, mais bien sûr, Georges a raison de rappeler que bien sûr, aujourd'hui, en France, il n'y a plus aucun domaine où on peut se dire qu'on est vraiment fort. Et en fait, on le voit à chaque fois qu'il y a une catastrophe. Vous avez des ministres qui font des crises interministérielles pour justement essayer de gérer, que ce soit la canicule, que ce soit les incendies, ça peut être les inondations aussi, bien sûr, à d'autres égards. Et vous l'avez mentionné, la santé, l'éducation, il n'y a aujourd'hui, a priori, pas vraiment de secteur où on est très bon, pas vraiment de secteur où on est souverain, et pas vraiment de secteur où on se sent véritablement protégé par notre gouvernement.